Bonsoir, bonsoir. Je dois peut-être l'accrocher là alors. Encore une fois, merci d'être resté. On va reprendre pour le dernier talk de ce soir. Donc pour le dernier, on a Monsieur Titouan Christophe. On peut l'applaudir déjà, bravo. Qui a le titre d'expert en train national du Hackerspace et qui va aujourd'hui nous parler des trains en Europe. Il faut savoir que c'est sa grande passion, donc je vous prierai de l'écouter avec la plus grande attention et le plus beau sourire que vous ayez et préparez vos plus grands applaudissements pour la fin du talk. Titou, je t'en prie. Ouais, donc je sais pas trop de quoi je vais vous parler. Voilà. Donc en fait, je vais commencer par vous passer. Enfin, le but de ce talk, c'est un petit peu de vous présenter. Là, au quotidien, on râle tout le temps. Ouais, le train en retard. Ouais, c'est la merde. Ouais. Enfin, on n'arrête pas de râler sur les trains, et pourtant, il faut savoir que les gens qui exploitent les trains à l'heure actuelle font face à un nombre de contraintes assez grand. Et donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu dans les grandes lignes. Hein. Je suis très mauvais en histoire, ce genre de trucs-là. Mais je vais essayer de vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on en est arrivé là. Voilà. Donc je vais commencer par la première partie, c'est juste comment est-ce qu'on est passé de l'état de proof of concept, hein, juste l'idée d'un allumé dans son coin qui s'est dit on va mettre une chaudière sur des roulettes, à l'heure actuelle, vous prenez le RER le matin pour aller à l'école. Donc voilà, ça c'est la première locomotive, c'est un mec qui s'appelait Trevithick dans les années 1804 qui a inventé ça. Donc c'est assez rudimentaire comme design, hein. Il y a une grosse chaudière ici, et puis des énormes roues un peu dans tous les sens. On peut remarquer aussi qu'à l'époque, en fait, les rails étaient incurvés vers l'intérieur. Ce n'était pas la roue qui redescendait à l'intérieur des rails. Voilà. Donc ça, c'était la toute première. Il a fait une démo avec. Ça roulait plus ou moins à 3-4 km/h quand ça fonctionnait. Et le mec qui la conduisait, en fait, marchait à côté et tirait les manettes juste là. Voilà. Bref, ça a fait ses émules. Donc il faut savoir qu'à l'époque, les machines étaient surtout utilisées on va dire dans des industries où c'était des grosses des grosses machines à vapeur qui faisaient tourner des énormes trucs industriels. Et à l'époque, c'était un petit peu révolutionnaire de le mettre sur des roues. Et bref, on arrive un petit peu plus loin, donc environ 20 ans plus tard, il y a les frères Stephenson qui ont inventé des locomotives un peu plus performantes. Donc c'est là, je pense que c'est la Rocket, ils en ont inventé quelques-unes, et elles ont toutes un petit peu ce même style de design. On voit un gros tube comme ça, des grosses roues un peu à la va-vite. Une haute cheminée. Et on peut remarquer que c'est encore fort rudimentaire. Hein. Donc pour faire avancer la loco, c'est juste ce machin-là, et sur certaines locos, il n'y en a qu'une d'un seul côté. Mais bref, ce genre de loco-là, maintenant, à l'époque, atteint une trentaine de km/h, ce qui est vraiment pas mal. Et à cette époque-là, ils ouvrent plus ou moins la première ligne, donc c'est en Grande-Bretagne que ça se passe, et c'est entre Stockton et Darlington, je ne sais absolument pas où c'est, mais voilà. Et donc à cette époque-là, ils ouvrent la première ligne et ils arrivent à même ouvrir un vrai service commercial avec. Et ça a du succès parce que ils ont inventé plusieurs locaux, ils ont réussi à faire rouler pas mal de trains et voilà, ça prend l'importance. Donc je vous ai montré des locaux à vapeur, je vous ai parlé de plein de trucs, mais du coup, en fait, comment ça marche? Parce que c'est un truc qu'on n'a pas l'occasion d'observer tous les jours. Donc ça, c'est une loco beaucoup plus récente. Hein. Je ne sais pas de quelle année, je pense du côté de 1920. Mais c'est la classe 86 des chemins de fer allemands. Donc le principe d'une loco à vapeur, c'est de la vapeur forcément. Pour obtenir de la vapeur, on fait du feu ici dans la partie qu'on appelle le foyer. Et ensuite, les gaz chauds s'échappent à travers des tubes et ressortent par la cheminée. Autour de ces tubes, il y a plein d'eau, et donc cette eau, au contact des tubes chauds, chauffe et devient de la vapeur. Toute cette vapeur va remonter, va se retrouver ici dans ce qu'on appelle le dôme. Et dans le dôme, on a ensuite une vanne qui permet de réguler l'envoi de vapeur, et on envoie la vapeur dans les cylindres qui sont ici. Ensuite, la vapeur va pousser les cylindres et est éjectée ensuite dans la cheminée. Et par la même occasion, en éjectant de la vapeur, ça crée un appel d'air qui va alimenter le feu qui est ici. Donc ici, je vous montre aussi comment est-ce qu'on arrive à réguler le sens d'une loco à vapeur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une distribution. C'est la façon dont on envoie la vapeur dans les cylindres pour faire avancer les roues. Ici, c'est une distribution Walscart, et vous voyez que c'est un dispositif super compliqué, en fait. Et grâce à ça, il y a ce qu'on appelle le tiroir ici, qui va réguler donc l'arrivée de vapeur qui se fait ici, soit vers l'avant, soit vers l'arrière du cylindre, pour faire bouger les roues dans un sens ou dans l'autre. Et donc, à l'époque,
je sais pas, avant même 1900, on arrivait déjà à faire des systèmes super robustes pour contrôler la vitesse et la direction d'une loco. Donc, un petit peu après, hein, j'ai fait une petite parenthèse en vous montrant une loco plus récente, mais on revient maintenant dans les années 1800 et l'évolution du chemin de fer, en fait. Donc, je ne sais pas si ça se voit de loin, mais ici, on a l'état des chemins de fer en 1840. Donc, on a quelques lignes en Angleterre, vaguement un ou deux petits bouts ici à gauche, à droite, mais rien. Et voilà, en 1880, 40 ans plus tard, tout ce qu'il y a, ça couvre toute l'Europe. À cette époque-là, donc, c'est ce qu'on appelle la Highway Mania. C'est un petit peu comme la bulle Internet, mais pour les trains. Donc, il y a plein d'argent qui sont injectés là-dedans. Vous riez, mais c'est vrai. C'est le truc de ce moment-là, quoi. Donc il y a beaucoup d'investisseurs, principalement en Angleterre, qui est fort libéralisé, mais aussi en Europe. On investit énormément dans le train et c'est quelque chose qui est vu comme un moyen de transport d'avenir. Et sur cette époque-là, on construit, rien qu'en Angleterre, plus de 15 000 km de voies. Et ça s'accompagne aussi d'une forte croissance économique parce que puisqu'on peut transporter des trucs par train, on fait plus de commerce et donc le pays se développe. Mais c'est vraiment en plein pendant la période industrielle et donc forcément c'est lié, quoi. Maintenant on peut se demander, on est en Belgique, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on en est dans tout ça. Donc, ce qu'on connaît un petit peu des chemins de fer, ça a été créé en 1834. À l'époque, c'était les chemins de fer d'État, donc c'est l'État qui contrôle le chemin de fer. En Belgique aussi, c'est la première ligne continentale. Donc, les premières lignes se situent en Angleterre, où c'est là que se fait un petit peu tout ce qui est recherche et développement en train. Mais c'est en Belgique qu'il y a la toute première ligne sur le continent européen. Et elle relie Bruxelles à Malines. Voilà. Ce sera aussi, je pense, si je ne m'abuse, la première ligne électrifiée sur le continent. Voilà, la SNCB apparaît en 1926, donc beaucoup plus tard. On voit que c'est un petit peu après la guerre, dans la période des dépressions, etc. Et ça devient une compagnie autonome qui reste gérée par l'État, mais qui est autonome. Et le logo qu'on connaît bien, qu'on voit partout, en fait, il existe depuis déjà 1936. Donc voilà. Oula. Donc un petit peu plus loin, j'avance un petit peu parce que comme je vous ai dit, je ne connais pas trop bien l'histoire, mais je vais quand même vous parler un petit peu. Donc, on voit maintenant qu'après la guerre, l'Europe est dévastée, tout est cassé, les gens sont morts et tout. Donc il n'y a plus vraiment la possibilité de construire des trains. On n'a plus la force nécessaire pour le faire. Et donc à cette époque-là, en parallèle des plans Marshall et des trucs que les États-Unis viennent nous aider, en gros, on leur achète beaucoup de locomotives. Donc ça se remarque parce que c'est vraiment des trucs super imposants par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir ici. Donc là, ici, on a la 141R Mikado de la SNCF. Si vous regardez à côté, on voit un petit monsieur ici, et ça, c'est le châssis, en fait. Ça, c'est là ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est vraiment gigantesque. On en fait comme ça des centaines et des centaines. Je pense que la France en a emporté 600, juste pour la France. On peut imaginer ce que c'est aussi du côté de l'Allemagne de l'Ouest. Enfin bref. Et c'est aussi à cette époque, donc depuis les années 1930 environ, il y a aussi petit à petit les locomotives diesel qui apparaissent. Donc ici par exemple, c'est une des toutes premières locomotives diesel du PLM, c'est les lignes Paris, Lyon, Marseille, donc tout le sud de la France. Et voilà. Mais c'est pas encore tout à fait au point, c'est seulement qu'à partir des années 1940, 1945 et un peu après, que ça devient efficace et que ça devient rentable comme moyen de transport. Je vous ai parlé aussi des locomotives à vapeur où je vous avais montré oui, on fait chauffer du feu ici, et puis ça chauffe des trucs là, et blablabla, blablabla. Mais apparaît une nouvelle technique aussi, c'est qu'à l'époque, on chauffait encore au charbon, et encore, quand c'était la merde, on chauffait aussi au bois, donc on coupe un arbre sur le long de l'avant, on le met dans le train, et c'est reparti. Non, mais il ne faut pas rire, parce qu'ils avaient aussi des systèmes, genre pour déployer une sorte de bras sur le côté pour se remplir d'eau en roulant, enfin, c'est vraiment super ingénieux comme système. Celle-ci, donc, c'est une à charbon, on voit le tas de charbon qui est juste ici derrière. Mais sinon, on invente aussi un nouveau type de chauffe, c'est-à-dire qu'au lieu de chauffer l'eau avec du bois ou du charbon, on va maintenant utiliser du fuel, et ça présente de nombreux avantages à l'époque. C'est vachement plus facile à réguler que du charbon. Au lieu d'avoir un mec qui prend des pelles et qui en met quand plus ou moins c'est un peu trop froid, ici on a vraiment comme une chaudière, un truc qui va vraiment injecter du fuel très régulièrement. Et aussi, par exemple, dans les tunnels, ou dans tous les endroits qui sont à risque en termes d'incendie, ça évite d'avoir des petites escarbilles, donc des petits morceaux de matière pas tout à fait consumés qui brûlent et qui se redéposent derrière, et qui à l'époque pouvaient par exemple donner des incendies au train ou simplement à l'environnement autour de la voie.
Donc, je vous ai montré une locomotive qu'on chauffait au diesel. J'ai pas eu le temps de compléter ce slide parce que j'étais à la bourre, mais je vais quand même vous parler des différents types de locos maintenant. Donc, il y a les locos à vapeur qu'on a abordés jusqu'ici, où le but c'est juste de faire chauffer de l'eau jusqu'à ce qu'elle devienne vapeur et puis qu'elle ait de la force pour pousser des pistons. Ici, donc, il y a différents types. Donc, il y a la diesel hydraulique. Là, le but c'est un petit peu comme une voiture. On a un moteur diesel qui va entraîner soit une boîte de vitesse mécanique, soit une boîte de vitesse hydraulique. Donc le but, c'est juste de déplacer de l'huile et qui va mettre en mouvement les roues de l'autre côté. Donc il y a le moteur qui va entraîner une boîte de vitesse quelque part, qui va pousser les roues et c'est ça qui va faire bouger le train. C'est cool, mais c'est pas hyper, ça n'a pas un rendement terrible. Donc du coup, il y a un autre truc qui arrivait un petit peu après, c'est ce qu'on appelle les locomotives diesel électriques. Donc là, on a un gros moteur diesel qui va faire tourner un alternateur ici, un petit peu comme une centrale électrique. Et cet alternateur va ensuite alimenter des moteurs de traction qui sont situés sur les roues et qui vont permettre à la locomotive de se mouvoir. La locomotive électrique, c'est la même chose, sauf qu'on enlève le moteur diesel. Il y a des locomotives sur batterie aussi. Il y a quelques chemins de fer en Suisse, par exemple, où vous avez des petites locos qui sont très très hauts et qui roulent sur des voies, sur des batteries. Et aussi maintenant, ça commence à se faire dans les locomotives de manœuvre, donc tout ce qui est la composition des trains. Simplement parce que ça permet d'éviter les émissions de CO2 liées au diesel. Et aussi, éventuellement, dans certains cas, on a une batterie en plus du moteur pour donner des pics d'alimentation au moment où il faut commencer à démarrer le train qui est très très lourd. Et enfin, un truc qui devient super à la mode sur les 5-10 dernières années, je dirais, c'est ce qu'on appelle les locomotives multimodes ou last mile. Donc les multimodes, c'est des locomotives qui ont à la fois la possibilité de s'alimenter électriquement, donc avec un pantographe qui va collecter l'électricité en permanence, mais aussi à la fois un moteur diesel qui permet, quand on n'est pas sur une ligne électrifiée, de pouvoir s'alimenter, comme une locomotive diesel électrique. Et les last mile, c'est un petit peu la même chose, sauf que le moteur est beaucoup plus petit, le moteur diesel, ce qui permet d'avoir des locomotives qui vont faire des grandes lignes très très longues électrifiées, et puis qui sur le dernier mile vont pouvoir juste tirer quelques wagons avec un petit moteur diesel. Ça, c'est vraiment les différents types qu'on peut encore rencontrer aujourd'hui. Les vapeurs, à part quelques passionnés qui s'amusent à jeter de l'huile partout sur des bielles, on n'en voit plus beaucoup. C'est un rendement très très peu élevé, une locomotive à vapeur, tandis que les électriques actuelles sont vraiment bien faites. Juste encore un petit point technique. Maintenant, je vais vous parler de comment est-ce qu'on classifie les locomotives. Alors, je vous ai parlé des différents types de moyens de traction. Mais il y a aussi, en fait, on peut les classifier en fonction du nombre de roues. Et c'est un truc qui s'utilise énormément. Donc on va commencer par la locomotive à vapeur parce que c'est différent. Sur les locomotives à vapeur, on considère le nombre de roues porteuses à l'avant. Donc vous voyez, ces deux petites roues à l'avant, elles servent juste à porter le train. Elles font rien d'autre. Il y a aussi la même chose à l'arrière. Et puis il y a 3 grosses roues ici au milieu, et c'est celles qui vont permettre de développer la traction. Donc on voit par exemple à quoi on peut les reconnaître. C'est là que sont connectés les pistons. Donc il y a les pistons qui sont ici et qui vont pousser sur les roues grâce aux bielles. Et pour classifier ces locomotives, on compte le nombre de roues à l'avant, le nombre de roues motrices et le nombre de roues porteuses à l'arrière. Et donc par exemple celle-ci, c'est une 231. Voilà. Il existe d'autres configurations. Des très populaires, c'était la 141, donc une roue porteuse à l'avant, 4 roues motrices et une roue à l'arrière. Et puis il existe aussi aux États-Unis, par exemple, je pense qu'en Europe c'est plus rare, mais vous avez une roue porteuse à l'avant, 3 roues motrices encore, et puis une roue à l'arrière, et donc ça fait une 1, 3, 3, 1. Par exemple, ici on a aussi une 030, donc elle n'a aucune roue porteuse et toutes les roues sont motrices. En général, c'est sur les petites locomotives que ça se passe comme ça. Et sinon, comme les anglo-saxons ne font pas du tout la même chose que nous, eux ils comptent les roues plutôt que compter le nombre d'essieux. Donc pour nous, on compte juste les roues d'un côté, eux ils comptent les roues des deux côtés. Donc pour eux, ce serait une 462, celle-là. Voilà. Après, maintenant, on est passé à quelque chose de plus moderne. Donc maintenant, toutes les locomotives, ou presque, sont sur ce modèle-ci, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle des bogies. Un bogie, ce sont 2 ou 3 roues, ou éventuellement 4, mais c'est très 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 rare, qui sont attachés ensemble par une barre, plus ou moins. Et donc pour celle-là, on compte le nombre d'essieux, et c'est assez facile. Donc s'il y a 2 essieux, c'est B. S'il n'y en a qu'un, c'est A, mais ça, de nouveau, je ne sais pas si vous en verrez beaucoup. Donc du coup, par exemple, celles-ci, elles ont 1, 2, 1, 2, donc on appelle ça des BB. S'il y a un moteur par roue, on appelle ça même une BO, mais bon, enfin, de nouveau, on s'en fout un peu. Et donc les configurations qu'on retrouve
très souvent en Europe, c'est des BB et des CC. En général, les CC, c'est sur des diesels ou sur des locomotives qui ont besoin de développer plus de puissance. Tout simplement, il y a plus de roues, ça adhère mieux, et donc on arrive à mieux tirer un train. Voilà, maintenant je vous ai un petit peu parlé de juste les débuts, comment est-ce qu'on a industrialisé tout ça, et du coup, comment ça s'est passé chez nous par après. Donc en 1950, on a ce qu'on appelle les Trans-Europe Express qui se développent. Donc il faut savoir qu'à l'époque, tous les réseaux des pays d'Europe avaient leurs grands trains. Donc par exemple, il y avait, je sais pas, le Paris-Marseille, le Paris, je sais pas quelle est cette ville-là. Enfin, bref, il y avait chaque pays avait ses grands trains et c'était vraiment quelque chose de voyager en train à l'époque. Hein. C'était pas juste je monte dans mon train, je ressors. C'était tu montais, t'allais au bar, t'allais au salon. Enfin, il y avait vraiment une voiture salon, une voiture bar. Il y avait des voitures lit. Il y avait même un peu plus tard, mais pas à cette époque-là, mais il y avait aussi même des voitures disco et des voitures cinéma. Ça se fait plus. Bref, le truc c'est qu'à cette époque-là, on commence à parler d'Europe. Donc 1950, c'est aussi les moments où on parle de la communauté européenne de l'acier. Et ce qui fait que on commence à vraiment avoir, par exemple, tout ce qui est du business entre pays. Donc il y a plein de businessmen qui doivent voyager entre l'Allemagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, enfin tout ça. Et donc tous ces pays se mettent ensemble, ils s'asseyent autour de la table et se disent qu'ils ont vraiment besoin d'un service de train qui permet à ces gens de voyager efficacement et confortablement. Et les TE sont une réponse à ça. Donc un grand train emblématique des TE, c'est celui-là, qui est de conception allemande, et qui est diesel, parce que justement, il devait passer beaucoup de frontières et que c'était plus facile. On verra un petit peu après pourquoi. Ou alors, un petit peu plus tard, il y a la France qui a produit cette locomotive, la CC 40100, dont il y a eu aussi une version belge, mais qui est vraiment, pour l'époque, un bijou de technologie. Je vous ai dit CC, donc elle a 3 roues, ça implique qu'elle tirait des trains très lourds. Ou encore cette locomotive-ci, la 103 allemande, qui permettait de monter à 200 km/h, ce qui à l'époque était plutôt pas mal. Donc on parle que dans les années 50-60, c'était vraiment c'était un réseau de luxe, donc c'était pas pour monsieur tout le monde, mais c'était vraiment le plaisir de voyager en train, et c'était des horaires qui étaient faits de façon à tu partais le matin, tu allais à ta réunion de business à midi, et tu revenais le soir chez toi. C'était vraiment le focus de ces trains-là, quoi. Ouais, j'avais noté des trucs, mais je vais pas en parler. Du coup, on se retrouve en 1970, un petit peu plus loin, et à ce moment-là, donc, il y a le transport aérien qui devient concurrentiel. Donc, dans le début des années 60, on a les premiers jets qui arrivent sur le marché, mais pour l'instant, ils restent sur les longues distances, ou en tout cas sur les vols de luxe. Et petit à petit, il y a des vols courte distance qui se développent, et le train devient vraiment plus concurrentiel du tout. C'est la galère, parce qu'il y a des coûts d'infrastructure très élevés pour le train maintenant. Il y a plein de trucs qui n'ont pas vraiment été entretenus ou pas été développés. Et on est un petit peu en recherche de nouvelles solutions. À cette époque-là, il y a plein de petits projets farfelus qui se développent, donc, notamment l'aérotrain. Hein. L'aérotrain, en fait, c'est une sorte de monorail. Donc, vous voyez le rail ici, qui a été en essai à Orléans, en France. Et il est propulsé soit par un gros ventilateur, soit par même carrément des réacteurs d'avion. Ils ont vraiment fait des essais là-dessus sur une ligne d'une vingtaine de kilomètres. Si vous voulez aller voir des vidéos sur YouTube, c'est assez impressionnant. Surtout que c'est méga drôle, quoi. C'est des trucs avec la vieille voix des années 70. Regardez l'aérotrain, Enfin, moi, j'adore, personnellement. Par contre, ça pose quand même un petit problème, c'est comme il poussait vers l'arrière, quand il arrivait au bout, il devait se retourner pour repartir dans l'autre sens, ce qui n'est pas super pratique pour un train. Mais on a aussi à cette époque une figure que vous reconnaissez peut-être, ou vous commencez à reconnaître, qui est ce qu'on appelle le TGV 001 de la SNCF. Et ils font des essais donc, avec une turbine à gaz. Le principe, c'est d'avoir l'équivalent d'un moteur d'avion, sauf qu'il ne souffle pas de l'air derrière, mais qui fait tourner des roues, et qui leur a permis de faire de nombreux essais sur comment se comporte un train à grande vitesse. Par grande vitesse, on entend au-delà de 200 km/h. Et ça, c'est le prototype. Je n'ai pas réussi à trouver de photos libres de droit qui l'illustraient en fonctionnement, mais donc, à l'heure actuelle, cette motrice-là, qui était l'avant de ce train-là, est dans un musée quelque part à Mulhouse, je pense. Ah oui, j'ai oublié de mentionner, donc ils sont obligés de développer toutes ces solutions. Donc il y avait l'aérien d'un côté, mais aussi la route qui a été fortement développée pendant toutes ces années-là. Du coup, on arrive dans les années 80, maintenant qu'ils ont fait toutes leurs petites expérimentations bizarres, avec des figures qu'on connaît bien à l'heure actuelle. Donc il y a le TGV français, qui est plus ou moins le premier exemple ici en Europe. Ils ont commencé un peu plus tôt en Asie, mais comme je ne connais pas, je ne vais pas en parler. Donc par exemple ici on a vraiment le premier TGV commercial qui roule, c'est le TGV PSE qui roulait à 270 km/h
et qui est capable de rouler donc, sur des lignes qui ont dû être construites spécialement pour ça. Le TGV ne peut rouler que sur des LGV, c'est-à-dire des lignes qui ont des courbes pas trop serrées, qui n'ont pas trop de pentes, qui sont vraiment adaptées à ça. Mais en plus, ça implique de commencer à développer de la signalisation spécifique, parce qu'à 200 km/h, tu ne vois plus un feu rouge, quoi. Donc le but, c'est vraiment de... Enfin, en plus, 200 km/h, avec 300 tonnes derrière, tu ne l'arrêtes pas juste en disant « Oh, on s'arrête, il y a un feu rouge, quoi ». Enfin, il faut le voir venir. Donc voilà, ça c'est le premier exemple. En Allemagne, juste un petit peu après, genre fin des années 80, ils développent aussi le réseau ICE, donc, qui veut dire train à grande vitesse en allemand, je suppose. J'ai un peu triché, normalement ça aurait dû être un ICE1 sur ce slide-là, mais j'ai mis un ICE2 parce que la photo était plus jolie. Il est un petit peu plus tard, mais c'est pas grave. Hein. Globalement, pour l'instant, le modèle qui se dégage, c'est qu'on a toujours des locomotives, sauf qu'elles sont profilées pour aller vite, et les voitures qui sont derrière prennent la même forme pour limiter l'effet aérodynamique. Et on arrive un peu plus loin, genre début des années 90, même où on a maintenant des TGV à 2 étages en France, ce qu'on appelle les TGV duplex. Ça peut transporter un bon 500 personnes et on peut les attacher par deux, donc ça fait 1000 personnes qui voyagent à 300 à l'heure d'un coup, c'est pas mal. Un petit peu après, encore maintenant, on se retrouve avec le fait qu'on a des TGV qui sont capables de rouler sur les infrastructures spécifiques des LGV, comme je vous avais expliqué. Mais le problème, c'est que c'est très coûteux à implémenter et qu'il n'y en a pas partout. Donc, comment est-ce qu'on se débrouille pour avoir des trains qui à la fois vont vite, mais qui peuvent faire de la desserte locale, ou en tout cas aller dans des petites villes qui sont pas forcément, qui vont pas mériter une grosse ligne pour elles seules, quoi. Du coup, on invente ce qu'on appelle le train pendulaire. Donc ça existe déjà depuis quelques années à l'état de prototype, mais c'est vraiment dans les années 90 que ça va connaître un essor. Donc ce sont des trains qui en fait se penchent dans les courbes, mais vraiment pas juste parce que les rails sont penchés, ils se penchent eux-mêmes. Alors ça a un avantage, c'est que vous en tant que voyageur, vous sentez beaucoup moins l'accélération vers le côté de la force centrifuge, vous êtes plutôt plaqué contre le sol que vers la fenêtre. Ça leur permet de rouler plus vite et ils subissent moins de contraintes mécaniques aussi. Alors il y a deux types de pendulation, ce qu'on appelle la pendulation active, donc il y a plein de petits vérins qui sont répartis tout le long du train pour le pencher dans les courbes, ou alors la pendulation passive, comme ce train-ci, où en fait le train, il y a les roues qui sont posées par terre et les caisses sont accrochées en haut, ce qui fait que quand il va dans les tournants, il va naturellement balancer et donc vous êtes plaqué contre le sol. Donc ça c'est un plus ou moins TGV espagnol, Talgo, et ça c'est l'ICET d'Allemagne. Et enfin, ça c'est un Pendolino qui roule en Suisse. Donc ces deux-là sont à pendulation active, celui-là à pendulation passive. Mais ça permet vraiment c'est un train qui peut démarrer d'une petite ville dans un bled paumé, rouler à 90 km/h, rouler un peu plus vite parce qu'il peut vraiment prendre les courbes, et puis il peut rentrer sur une LGV, rouler comme un TGV normalement. Et ça permet de faire des bonnes dessertes efficaces à l'heure actuelle. Puis on arrive dans les années 2000, donc années 2000, Europe, capitalisme, tout ça. Donc on va séparer les grandes compagnies nationales, c'est la nouvelle mode. Le but, c'est un truc qu'on observe déjà ici en Belgique. Hein. Donc maintenant, il y avait plus ou moins 3 grands secteurs qui faisaient part de la SNCB avant. Donc le fait de l'infrastructure, maintenir les voies, les gares dans une certaine manière aussi, les trains de voyageurs et les trains de fret. Maintenant, ce sont 3 structures séparées, quoique ils voient que ça ne marche pas trop bien, donc ils sont en train d'essayer de refusionner l'infrastructure et les voyageurs d'une manière ou d'une autre. Et surtout, on ouvre le réseau à des compagnies privées. Donc, par exemple, ici, vous voyez un train d'Europort, qui est une compagnie privée qui tire des trains en France, ou MRCE, qui est un grand loueur de locomotives. Donc, je vous ai dit, il y a des privés, mais ça implique aussi que maintenant, il y a des nouvelles sortes de compagnies qui vont apparaître. Il y a des gens dont le but, c'est juste acheter plein de locomotives et puis les louer aux autres gens. Il faut savoir que la SNCB, maintenant, si vous prenez un train de Bruxelles à Amsterdam, la loco qui vous tire, elle est louée par la SNCB à quelqu'un d'autre. Ça implique aussi que maintenant, il y a des sociétés qui sont juste spécialisées dans l'entretien des trains, des sociétés qui sont juste spécialisées dans l'entretien de la vitre avant du train. Enfin, vous imaginez, maintenant, il y a une myriade, il y a une constellation, une galaxie de petites sociétés qui sont maintenant autour de l'entretien et de l'exploitation du train que vous prenez tous les jours. Et puis bon, il y a les maglevs, hein, c'est les trains à lévitation magnétique. Donc le but, c'est au lieu que le train roule sur le rail, maintenant le rail est un gros aimant qui va porter le train et le faire avancer. Donc celui que je vous montre ici, c'est un prototype qui a été créé en Allemagne. Il a été finalisé début des années 90 à peu près, mais l'idée de base de ce train-là date de 1934.
C'est vous dire la complexité technique d'implémenter ce machin-là. Celui-là, donc, qui est de conception allemande, il y en a un qui roule en Asie, à Shanghai. Mais sinon, pour le reste, ça ne reste pas encore vraiment viable parce que vous imaginez que les coûts pour construire un truc comme ça, c'est assez important. Surtout à partir du moment où vous avez encore des voies qui sont exploitables. Voilà, ça ne vaut pas tellement le coup. Et puis, il a eu un gros accident en 2006, donc ils avaient juste oublié un truc qui traînait sur la voie, et le train s'est éclaté dedans et ça fait plein de morts. Voilà. Bref, ça a l'air d'être le futur, mais c'est pas encore ça. Voilà. Donc maintenant, je vous ai un petit peu montré comment est-ce qu'on a construit le train, comment ça s'est développé au cours du temps. Maintenant, on a un réseau ferré assez dense en Europe, quoique sur le déclin, parce que vous avez maintenant les lignes à grande vitesse, on concentre les budgets là-dessus, et les petites lignes locales sont moins bien desservies. Du coup, avec quoi on se retrouve maintenant? Donc j'en ai parlé, chaque pays développe un petit peu le train dans son coin au début. Et maintenant, on se retrouve avec au moins 5 systèmes d'électrification différents en Europe. Alors si vous regardez, j'ai trouvé une image qui n'était pas très jolie, mais au moins elle était assez claire. J'ai refait une légende qui est encore plus moche à côté. Mais au moins vous comprenez, je pense. Voilà. Donc, juste regardez, on vous tracez un petit carré virtuel ici et comptez le nombre de tensions différentes qu'il y a. Juste pour faire voyager un train. Ça, c'est sans compter les Anglais qui ont encore leur petit truc où ils électrifient sur un 3e rail, comme les métros, par là. En Suisse aussi, là, dans le coin, ils ont plein d'électrifications différentes, parfois même des trucs complètement exotiques. Enfin, c'est le bordel, quoi. Même dans la France, regardez, juste la France en elle-même, 2 tensions. Alors ça s'explique historiquement. Donc dans le nord, c'était une autre compagnie que dans le sud. Ici, c'était le PLM. Je vous avais montré les locaux il y a quelques slides. Donc ça, c'est du 1500 volts continu. Et ici, dans le nord, c'est du 25 000 volts alternatif. Voilà. Bon. Deal with it, quoi. Et on peut rajouter, je sais pas, enfin... Il y a plein de contraintes qui sont aussi juste liées au fait que si c'est du courant alternatif, par exemple, vous voyez ici, c'est 25 000 volts. Okay, donc, pour développer, je ne sais pas moi, 25 kW, il suffit de tirer 1 ampère. Okay, pour développer 25 kW sur 3000 volts maintenant, donc 25 divisé par 3, ça fait combien? Ça fait un peu plus de 8. Donc il faut tirer 8 ampères. Et vous vous souvenez sûrement qu'en physique, si on a besoin de tirer plus de courant à travers un câble, il faut que le câble soit plus gros, sinon il risque de fondre. Donc ça explique que, par exemple, en Belgique, si vous regardez la caténaire, donc le câble qui court au-dessus du train, pardon, ben, il est chaque fois dédoublé. Ben, c'est con, mais ça double le coût juste du câble qu'on va mettre au-dessus du train. Ce qui n'est pas le cas pour les courants alternatifs. Il y a aussi le fait que, par exemple, une ligne à grande vitesse, je vous avais expliqué, la ligne doit passer vraiment très smooth pour éviter de brusquer le train. Mais aussi, on doit plus tendre la caténaire parce que sinon, on risque d'avoir des effets d'ondes qui se propagent dans le câble et qui pourraient casser le câble et le train à la fois. Donc, il y a vraiment plein de contraintes liées au fait que chacun a développé un petit peu son truc dans son coin. Il y a aussi le problème de la signalisation. Donc, vous voyez, il y a un feu rouge. Souvent, vous voyez, genre, le feu est vert, le train passe à côté, paf, il passe au rouge. Bon. Ça implique que, quelque part, il y a un système de communication entre le train et le feu. Bah, chaque pays a développé le sien. Regardez la carte. Les petites légendes sont un petit peu désaxées. Je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé l'image comme ça, mais de nouveau, j'ai un peu la flemme de la refaire moi-même. Enfin bref. Regardez juste le nombre de trucs. Même en France, il y a plusieurs systèmes. En Allemagne, il y a plusieurs systèmes. Ici, on est à presque 3 systèmes en Belgique aussi, sans compter le système dont je vous parlerai après. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'ils sont tous incompatibles entre eux. En plus, ce sont des systèmes critiques, donc je veux dire, on ne va pas accepter que quelqu'un code un système dans son coin, et puis on le laisse, et puis si un train passe et que ça foire, et qu'il s'écrase, et qu'il y a 1000 morts, ce sera... Enfin, voilà. C'est quand même un truc où des vies humaines en dépendent, et il y a aussi des contraintes techniques derrière, donc c'est vraiment pas facile de juste dire « Ah, mais si on changeait ». Voilà, ça c'est l'état de l'Europe à l'heure actuelle. Ah oui, non, juste un truc que j'oubliais encore, c'est que dans tous ces systèmes, ils n'ont même pas non plus tous les mêmes buts. Il y en a où le but, c'est de dire le train ne doit pas dépasser une certaine vitesse. Il y en a dont le but, c'est de dire le train ne doit pas dépasser un certain feu. Enfin, voilà, ils sont complètement hétérogènes, ces systèmes. Donc maintenant, je vais parler, vous avez sûrement déjà pris le Thalys, et si vous ne l'avez pas fait, c'est quand même cool. Donc, les Thalys, il y en a 2 modèles. Il y a ce qu'on appelle les PBKA et ce qu'on appelle les PBA. Devinez pourquoi. Donc PBK, il peut aller à Paris, Bruxelles, Amsterdam et Cologne. Donc j'ai repris la petite carte des tensions qu'il y avait 2 slides avant. Donc juste pour rappel,
ce train doit quand même pouvoir être alimenté par 4 types de courants différents. Ce train a besoin de 6 systèmes de signalisation différents et un 7e maintenant. Donc vous imaginez la complexité de développement. Enfin, c'est pas forcément compliqué en soi, mais chaque fois que vous devez supporter un courant supplémentaire, eh ben, il faut mettre le transformateur qui va avec. Enfin, c'est comme un chargeur d'iPhone et un chargeur d'Android. Enfin, je sais pas. Il faut, voilà. Ce train-là a besoin de 4 transformateurs différents, de tous les systèmes de sécurité. En plus, ces systèmes de sécurité, c'est pas juste je sais pas, un petit module. C'est à chaque fois un bloc comme ça qu'il faut taper dedans. Bref. Ce train-là, ce TGV-là coûte 60% plus cher que les autres juste à cause de ça. C'est pour ça que d'ailleurs, en fait, normalement, à la base, tous devaient être comme ça, mais finalement, ils en ont acheté d'occasion à la SNCF, les PBA, juste parce qu'ils n'avaient pas assez de thunes pour payer que des comme ça. Quand vous payez votre billet de Thalys et que vous vous dites que c'est cher, ben, voilà, en partie, c'est à cause de ça. Alors, oui, je ne vous parle même pas de l'Eurostar, parce que l'Eurostar, lui qui allait en Angleterre, il devait aussi, à l'époque, supporter le 3e rail. Donc c'était un TGV, le fleuron de l'ingénierie française, et qui pourtant avait un petit truc pour aller, comme le métro, se poser sur un rail pour avoir l'électricité. C'est assez surréaliste encore. Alors maintenant, bon, c'est vrai, on a blâmé toute cette hétérogénéité, mais il y a quand même des gens super malins au sein de l'Europe qui ont décidé qu'on allait faire le RTMS. Donc le RTMS, c'est le système de signalisation européen, qui est en développement depuis, je sais pas, je dirais 10-20 ans en tout cas. Donc pour le conducteur, ça se présente comme un truc comme ça. Donc il peut voir la vitesse actuelle de son train, l'aiguille extérieure lui dit quelle est la vitesse maximum qu'il peut avoir, et la prochaine distance à laquelle il aura un changement d'instruction, ainsi qu'un schéma de la ligne qui lui dit globalement quelle est la vitesse maximum qu'il peut avoir, s'il y aura des tunnels, des changements de tension, des trucs comme ça. Le but, c'est qu'à terme, on développe le TCS sur ce que l'Europe a considéré comme des couloirs prioritaires et qui vont donc permettre de relier l'Europe soit par des lignes à grande vitesse, soit par des lignes de fret qui permettront d'assurer une croissance économique. Bref, c'est censé ressembler à ça. Donc le principe, c'est génial. C'est on dit, on met un système et tout le monde va s'y conformer. J'adhère. Hein. Le problème, c'est que, 1, toutes les lignes ne sont pas du tout équipées. De 2, si vous l'installez sur une ligne, mais qu'il y a des trains qui ne l'ont pas, ben, on doit supporter toujours les deux systèmes. Donc il y a des lignes qui supportent actuellement 2 systèmes de signalisation différents. Ça coûte très très cher à implémenter parce que tous les pays sont venus en disant oui, mais moi mon système il fait ça, moi mon système il fait ça. Bon, ben, ok, on va faire les deux. Du coup, ça fait plein d'eurocrates qui doivent discuter, puis des techniciens qui doivent l'implémenter, et je rappelle que c'est un système critique avec des contraintes énormes. Par exemple, pour la petite anecdote, donc, je ne sais plus exactement où c'est autour de la Suisse, mais il y a un tunnel qui s'appelle le Saint-Gothard, qui est ouvert d'ailleurs ce week-end en grande pompe, en tout cas au trafic voyageur, hein, parce que c'était ouvert déjà au trafic de fret depuis quelques mois. Et le problème, c'est qu'il y a certaines locomotives qui ont été bannies de ce tunnel, et c'est même pas parce que le RTMS, c'est même pas parce qu'elles l'ont pas, elles l'ont, mais le problème c'est que le système possède une sécurité qui dit si je reçois des signaux contradictoires, j'arrête le train d'urgence. C'est normal, enfin, je veux dire, s'il y a un problème quelque part, il vaut mieux arrêter le train que de risquer de prendre une décision erronée. Du coup, il y avait plein de trains qui supportaient pas bien ce système et qui s'arrêtaient en plein milieu du tunnel, qui bloquaient tout, et du coup, vous voyez tous ces gens qui réfléchissent en perte en euros par minute de retard de train, se sont affolés et ont banni le locaux de ce tunnel. Donc, c'est vraiment le bordel. Donc le RTMS, même si c'est une très très belle idée sur le papier et que probablement que ça va devenir un jour quelque chose de bien, pour l'instant c'est vraiment difficile à mettre en place. Il y a par exemple aussi une ligne en Belgique, celle qui relie Liège à la frontière allemande. Elle a été équipée de ce système et pendant 1 an il n'y a aucun train qui a roulé dessus. Donc ils ont fait des travaux qui coûtaient super cher, ils ont cassé des tunnels, ils ont construit des viaducs et tout. C'est impressionnant le travail qu'ils ont abattu, mais la ligne n'a pas été utilisée pendant plus d'1 an parce qu'il n'y avait aucun train qui était capable de rouler dessus. On peut synthétiser le RTMS, n'empêche, en 3 niveaux. Donc il y a le niveau 1 qui consiste à garder un signal visible sur le côté de la voie, pour que, enfin, ce que vous connaissez, un feu rouge traditionnel, et éventuellement des balises au sol qui permettent au train de communiquer avec ça, ainsi que ce qu'on appelle une Euroloop, c'est-à-dire une grande boucle de câbles qui court au milieu des voies et qui permet au train de communiquer en continu avec le central.
En niveau 2, on retire l'Euroloop et éventuellement le signal n'est plus vraiment nécessaire. Et le but, c'est que maintenant, les trains communiquent par GSM avec le central. Donc le GSMR est déjà déployé à peu près partout. Mais, voilà quoi, votre vie dépend du GSM maintenant. Et alors, on passe même au niveau 3, où alors là, il n'y a même plus de feu qui est nécessaire, il n'y a même plus vraiment de balises qui sont nécessaires. Elles sont juste là pour réguler en fait, le fait que le train sait bien compter la distance qu'il y a. Donc lui, il peut compter qu'avec le nombre de tours de roue, mais s'il dérape par exemple, il peut être désynchronisé. Et ça lui permet d'être synchronisé. Et grâce à ça, en fait, on espère pouvoir réguler tout le trafic européen dans les prochaines années, parce que tous les trains ne rouleront pas à une vitesse limite imposée par la ligne, mais plutôt à la vitesse optimale qui leur permettra de rester toujours à écartement optimal, et donc de minimiser les retards, ou tout simplement de maximiser le trafic qu'on peut avoir sur une ligne. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est très très cher et très difficile à mettre en place. On en parle depuis une vingtaine d'années, et actuellement, il n'y a que quelques lignes qui sont effectivement équipées et qui fonctionnent avec. Et enfin, il y a quand même le dernier truc, c'est que bon, on a parlé de trains, de traverser des pays, mais toutes les voies n'ont pas la même distance entre les deux rails en plus. Donc il y a tous les pays ici, les cocos qui étaient en 1520 mm, donc il y a 1,5 mètre. Vous voyez que c'est tous à peu près 1,5 mètre en plus. Ils sont chaque fois même pas 10 cm d'écart les uns des autres. Enfin, un point rassurant quand même, vous pouvez quand même aller de Bruxelles à Paris, Bruxelles-Cologne, Bruxelles-Amsterdam, donc le Thalys. Toute l'Europe qu'on connaît actuellement, on va dire l'Union européenne, eux sont en 1435 mm, donc c'est l'écartement qu'on appelle normal. L'écartement normal aussi, en fait, pour la petite histoire, 1435 mm, je crois que c'est une blague, mais c'est peut-être vrai. Ça correspondrait à 2 culs de chevaux l'un à côté de l'autre, parce qu'au début, les trains, c'était une voiturette tirée par 2 chevaux. Ça implique aussi qu'à l'heure actuelle, enfin pas à l'heure actuelle, un petit peu avant, mais les fusées américaines, par exemple, étaient transportées par train, et le diamètre des fusées était limité par l'écartement du rail, en fait. Donc si on va sur la Lune, c'est à cause de l'écartement des culs de chevaux. Alors, on peut remarquer encore l'Irlande, qui est complètement à part, mais ça, de toute façon, on n'ira jamais en train là-bas, vu qu'il y a la mer au milieu. Et l'Espagne, et ça c'était plus pour des raisons, ils ne voulaient pas se faire envahir par le train à l'époque de je ne sais pas quelle guerre, mais bref, ils sont complètement ailleurs. Donc pour ça, il y a une solution technique qui a été développée, les fameux trains talgo-pendulaires, ils peuvent aussi changer d'écartement. Donc c'est un train, vous roulez, et alors, paf, il s'écarte ou il revient. La loco ne le fait pas, donc à part sur la version très moderne, il y a la loco qui peut aussi changer d'écartement, mais vous imaginez ce que ça représente en termes de contraintes techniques. C'est quand même un truc qui supporte un train qui va rouler à 300 km/h et on va s'amuser à écarter ou rapprocher les roues. Bref, voilà. Sauf, évidemment, les lignes à grande vitesse, parce que comme il y a l'Europe qui veut qu'on fasse des grands corridors comme ça, ils ont développé leur ligne à grande vitesse au même écartement que nous. Donc leurs TGV ne peuvent pas rouler sur leur ligne normale. Voilà. Donc ça, et alors, bon... En Suisse, il y a aussi ce qu'on appelle les chemins de fer rétiques. Donc, en Suisse, il y a plein de petites compagnies différentes, et il y en a une qui roule notamment en écartement métrique, c'est-à-dire 1 mètre tout pile entre les deux voies. Parce que, je sais pas, voilà. Et sur cette carte, bien sûr, c'est une grosse approximation. On ne compte pas tous les chemins de fer locaux, tous les trucs custom dans son coin, donc c'est vraiment très général encore. Alors, vous allez me dire, ouais, mais on voulait parler de train. C'est vrai. Donc je vais vous montrer quelques trains maintenant. Ça c'est Alstom, donc c'est une des grosses compagnies françaises, c'est eux notamment qui ont fait le TGV et l'Eurostar. L'Eurostar qui était une évolution du TGV mais qui demande quand même pas mal de modifications, notamment parce que, ah oui, en Grande-Bretagne les quais sont plus rapprochés que chez nous. Et donc du coup, si vous regardez les trains en Angleterre, ils sont un peu creusés sur le bas. C'est une des contraintes supplémentaires pour le TGV Eurostar par exemple. Il y a cette locomotive-là qu'on a vu beaucoup en tête des trains belges, donc la série 13. Et sa cousine, la BB 36000 française, ou aussi appelée Astrid, et leur évolution un peu plus tard, qui sont la série Prima. Donc il faut savoir qu'en Europe, on est passé d'un modèle où, globalement, une grande compagnie de train nationale disait « j'ai ça comme besoin, j'aimerais bien une loco qui tire des trains de passagers, j'aimerais bien une loco qui tire des trains de fret, j'aimerais bien qu'elle puisse passer des montagnes à 100 km, enfin, plein de contraintes qui sont à la fois valables et parfois un peu démesurées quand même. Et maintenant, on est passé à un modèle où ce sont plutôt les grosses compagnies de constructeurs qui proposent un modèle et puis qui en font différentes versions. Du style, celle-là, elle est déclinée en version 2 ou 3 courants, selon qu'on doit aller en Italie, en France, etc. Donc on est vraiment passé d'un modèle où on avait des besoins et on construisait une locomotive en fonction des besoins à
les constructeurs proposent une plateforme qui peut être déclinée en plusieurs versions. On a aussi Bombardier, qui est un gros constructeur maintenant, qui a énormément d'influence en Allemagne, et notamment sa plateforme Trax, qui est, je pense, la locomotive électrique la plus répandue en Europe. Donc il y a plusieurs dérivations. Il y a celle-ci qui peut faire du fret, qui est une loco belge, par exemple. Enfin, elle n'est pas belge, vu qu'elle est louée à une entreprise néerlandaise qui achète ses locomotives en Allemagne. Mais c'est la locomotive belge de son petit nom 28, sinon de son nom de série 186. Qui est une sœur de celle-ci qui fait des trains locaux en Allemagne et qui est encore une petite fille de ces locaux-là qui font des trains de marchandises. Et alors, ils ont aussi ce qu'on appelle des automotrices. Donc, ce n'est pas une locomotive qui tire un train, mais c'est plutôt, il y a des moteurs un peu partout et il y a un poste de conduite de chaque côté. Il y a aussi Siemens, hein, qui est un gros constructeur. Donc, il y a notamment, c'est eux qui font la dernière génération de trains à grande vitesse allemands. Ils font les locomotives qui vous emmènent partout en Belgique maintenant. Et toutes ces locaux que vous voyez ici descendent en fait toutes de celle-là, qui s'appelle l'Eurosprinter. Il y en a qui roulent en Grèce et en Espagne, par exemple, mais celle-là est égarée à Munich. Et celle-là, c'est ma préférée. Donc, son petit nom, c'est la Taurus. Elle est assez cool parce qu'il y a des équipements de traction électrique de puissance dedans qui... Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, genre vous passez à côté d'une centrale électrique, des fois ça fait genre bzzz. C'est pas toujours le même bzzz, des fois c'est différentes fréquences. Et comme elle change je ne sais pas exactement ce qu'elle change, mais en tout cas elle va changer la puissance injectée dans la moteur, et donc du coup quand elle démarre, elle vous fait plus ou moins une gamme de Do complète. C'est super joli à entendre. Il y a aussi maintenant plus dans le côté des locaux industriels, donc il y a le constructeur Vossloh, ou encore un petit peu avant c'était le Maschinenbau-Kiel, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais globalement c'est des locaux que vous reconnaissez assez facilement, elles ont une cabine centrale, d'un côté il y a le moteur, etc., et de l'autre côté c'est les compresseurs et autres équipements annexes. Et donc ça c'est plutôt des locaux pour la desserte locale, voire des trucs un peu plus améliorés, donc celle-là elle est un petit peu bizarre, hein. Vous voyez, elle a une cabine coupée en deux, et de l'autre côté elle redescend, c'est ce qu'on appelle une G2000. Ou encore les classes 77, les séries 77 de Belgique, qui sont aussi des sœurs de plus ou moins tout ça. Donc, comme je vous dis, maintenant, c'est vraiment les constructeurs qui proposent un modèle et les exploitants qui prennent en fonction de leurs besoins. En fait, j'ai pas de slide de conclusion, mais je vous ai mis quelques références, très peu en fait. Donc, un livre qui est cool, enfin moi j'ai adoré, c'est La bête humaine de Émile Zola, qui a été écrit plus ou moins à l'époque où c'était vraiment, genre dans les années 1920, 1900 quelque chose, où c'était vraiment quelque chose de voyager en train. Donc ça raconte l'histoire d'amour entre un type et sa locomotive à vapeur. Et sinon, ça c'est deux très très bons sites de référence où je vous ai montré quelques trucs, mais il y a vraiment, c'est un univers énorme à découvrir. Et là-dedans, par exemple, sur Railcolor, c'est un site qui s'amuse à recenser toutes les locomotives électriques modernes en Europe. Et Mainline Diesel, c'est la même chose, mais pour les diesel. Et Transpo, ça c'est vraiment du train porn, c'est que des super jolies photos de train, quoi. Mais elles sont vraiment très... Enfin, je sais pas, le mec qui gère ce site s'amuse à trier pour vraiment prendre que les jolies, et ça vaut le coup, quoi. Voilà. Merci beaucoup encore une fois pour cette superbe présentation. S'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on vous passe le micro. Ok, tu as dit que la SNCF a acheté des PBA d'occasion, c'est ça? Donc les PBA, ce sont des TGV réseau. Donc les TGV, il y a eu plusieurs générations. Donc il y a eu le orange que je vous ai montré au début, c'est PSE pour Paris Sud-Est. C'était un Thalys. Là. Pardon? C'était un Thalys, tu as dit, ils l'ont acheté d'occasion. Je me demandais où t'achetais un train d'occasion. Je cherchais sur Amazon, j'ai pas trouvé. Ça se fait énormément en fait. Ok, mais c'est quoi le concept? Le concept. Un train, le truc c'est que pour l'amortir, ça s'amortit en beaucoup d'années. C'est un truc qui coûte très cher à l'achat, mais tu le fais rouler 40 ans. Alors il y a deux choses. Soit tu t'es planté sur le forecast de comment tu vas utiliser ton train, et du coup tu as des trucs qui sont inutilisés, et si tu peux les revendre, ça te permet d'amortir un petit peu le coût du train. Soit t'es un peu large, t'as pas spécialement besoin de les revendre, mais quelqu'un en a besoin et te les rachète. Donc nous, par exemple, en Belgique, on avait la série 12, qui était une locomotive que tu pouvais voir un peu partout. Le ressort roule toujours à l'heure actuelle, mais celle-là n'était plus utilisée parce qu'on n'en avait plus besoin, c'était des bicourants, et les segments sur lesquels elles étaient utilisées étaient en déficit à l'heure actuelle. Donc on les a revendus en Tchéquie, et les Tchèques les ont rachetés, ils les ont complètement retransformés, et maintenant elles roulent là-bas.
Pour les TGV, c'est un peu pareil. Donc la SNCF d'abord a sorti les PSE qui étaient le premier prototype. C'était vraiment genre, regardez, on est français, on a fait les TGV. Et puis, bon, ils ont fait la seconde itération qui était le TGV Atlantique, qui roulait que en France, hélas. Et puis, ils ont sorti le TGV Réseau qui était un peu plus court et pouvait, dans certaines versions aussi, aller en Belgique et en Italie. Le truc, c'est que Thalys, qui arrivait à ce moment-là, était une filiale de SNCF, SNCB et peut-être encore une autre compagnie, mais je ne suis plus sûr. Et du coup, ils ont eu un peu la pression politique de pouvoir racheter des TGV juste pour pouvoir exploiter leur service parce que le PBKA était vraiment beaucoup trop cher, quoi. Ok. Je peux faire une autre question? Ok, je me demandais, si tu regardes ce qui s'est passé avec le Concorde, par exemple, c'était un échec au final pour deux raisons. La première, c'est qu'il s'est pris un hôtel à un moment, ça, effectivement, c'était pas une bonne nouvelle. Mais il y a un autre problème, c'est qu'en fait, au final, c'était fait pour des businessmen, ça coûtait super cher, et ils se sont rendus compte qu'avec Internet, ça ne servait à rien. Est-ce qu'il y a un phénomène pareil avec les trains qui a eu lieu? C'est-à-dire que le business model est complètement foireux à cause d'une autre technologie qui est arrivée. Donc j'avais parlé des TE. La carte qu'il y avait sur... je vais la reprendre. Bah non, je ne vais pas la reprendre. Si, je vais la reprendre. Voilà, cette carte-là, en fait, c'est vraiment au top, à l'apogée de l'époque des TE, donc 74-75. Et à partir de là, ça a commencé à décliner, simplement parce que donc il y avait toujours l'aérien qui concurrençait, mais aussi les petits... Enfin, c'était des trains vraiment de luxe, il n'y avait que de la première classe et c'était designé pour les businessmen. Au bout d'un moment, ça ne marchait plus très bien, donc ils ont commencé à ouvrir une deuxième classe. Comme il y avait une deuxième classe, les businessmen se disaient « Oh, je fais partie de la plèbe, maintenant je ne vais plus prendre le train » et ça a accentué l'effet. La plupart de ces trains ont été, dans un premier temps, reconvertis en grands trains européens, ce qu'on appelle maintenant les Eurocity. Il y en a encore un ou deux, genre si vous allez à Arlon, par exemple, il y a moyen de prendre un train qui va jusque Strasbourg, voire même jusque Bâle, mais je ne sais pas s'il roule encore. Ou alors, ils ont tout simplement été supprimés. Voilà, ils l'ont annulé. Tu as le TGV qui a repris un peu le dessus parce que ça permet d'avoir quelque chose de concurrentiel. Maintenant... Au niveau des parts de marché, je ne saurais pas trop dire. Maintenant, le truc, c'est que pour les déplacements, à l'heure actuelle, avec le réseau TGV européen, ça reste concurrentiel de se déplacer en TGV entre grandes villes. Mais les petits transports sont assez délaissés, quoi. Par exemple, en France, ils ont beaucoup investi dans le TGV. Tu as des TGV très performants qui relient des grandes villes. Et puis après, les petits trains locaux, des fois, ils ne roulent même pas parce qu'ils n'ont pas de train pour le faire rouler, quoi. J'ai remarqué un truc sur la carte de signalisation. Il y a la ligne Paris-Bruxelles qui n'est pas mise en évidence. Est-ce que tu sais pourquoi? Attends, c'était où? Là. Non, c'est un peu plus loin. C'est celle... le truc standard qu'ils veulent faire à travers toute l'Europe. Encore plus loin, je pense. C'est encore plus loin. Ouais. Encore plus loin? Ouais, celle-là. Donc là, il y a Paris-Bruxelles qui n'est pas relié. Parce que Paris-Bruxelles est déjà équipé par la TVM. TVM qui veut dire Transmission Voie Machine. C'est le système qui a été développé pour les lignes TGV françaises. Donc c'est un truc où le rail sert d'antenne sur toute la longueur de la ligne et où on transfère des informations de vitesse. Donc tu peux donner une indication de vitesse qui est, je pense, 160, 200, 270 ou 300 km/h. Et en gros, c'est pas très évolué comme système. C'est safe, dans le sens où la ligne est divisée en ce qu'on appelle des cantons de 1,5 km à peu près. Et tu as une instruction de vitesse sur l'entièreté du canton. Le RTMS se propose de donner une régulation de vitesse continue sur l'entièreté du segment. Mais je suppose que comme cette ligne est déjà équipée et qu'elle fonctionne bien, ils n'ont pas envie d'implémenter un nouveau système parce qu'à l'heure actuelle, ça marche et ça ne sert à rien d'en implémenter un en plus. Mais je ne connais pas les décisions politiques derrière, par contre. Tu as parlé de troisième rail. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle c'est utilisé dans le métro et pas dans le train? C'est que si tu as une caténaire au-dessus, tu dois creuser des tunnels plus hauts, juste pour avoir l'espacement nécessaire pour éviter qu'il y ait des arcs électriques entre la caténaire et le haut du train. Ok, mais c'est pas nécessairement plus efficace ou... Non. En fait, ça génère même plus de frottement parce que tu as un gros patin qui frotte au lieu de juste un petit pantographe qui frotte sur un fil. Après, pourquoi le troisième rail exactement, je sais pas. Je sais qu'ils ont eu des problèmes dans le prémétro bruxellois à un moment parce que ils avaient des tunnels un peu trop bas vu qu'ils avaient prévu pour le métro à la base et maintenant, je sais pas si tu vois un tram qui passe dans le prémétro, des fois le pantographe est vraiment presque à plat. Après, pourquoi le troisième rail plus qu'un autre? Je pense qu'à l'époque c'était peut-être plus facile aussi.
La caténaire, tu vois, tu dois aligner un fil toujours pile poil au-dessus des trucs, sachant que la loco, en plus, entre la roue et l'avant du train, il y a un certain débattement, donc dans les tournants, elle va un petit peu partir sur le côté, etc. Enfin, le garder aligné pile poil au-dessus des rails, c'est peut-être plus compliqué que d'avoir un rail que tu peux vraiment plier le long du train. Mais de nouveau, je ne connais pas spécialement pourquoi plus au troisième rail qu'un autre. Avec les différents réseaux électriques, en fait, chaque fois que tu interfrontière, il y a un bloc. Ouais. Donc ce qui se passe, quand vous prenez le TGV la prochaine fois, je vous propose de faire une petite expérience. Vous mettez à côté des fenêtres, il y a à chaque fois un petit truc qui souffle, vous mettez votre main au-dessus, quand ça arrête de souffler, c'est que vous n'avez plus de tension. Et c'est à ce moment-là qu'il est en train de changer de tension. Donc par exemple, en partant de Bruxelles, vous allez partir de Bruxelles midi, il va rouler, il va atteindre 160 km/h, puis il va rentrer dans un tunnel à Halle qui va vous faire mal aux oreilles. Vous allez passer sur un pont, et juste après, la soufflerie va se couper. Là, il va baisser le panneau. Donc il passe ce qu'on appelle une section neutre. Il y a toujours un câble en l'air pour si jamais il remonte le panneau, il ne va pas se retourner. Mais simplement, il n'y a pas d'électricité dedans. Et, et donc, en gros, côté Bruxelles midi, c'est 3000 volts. De l'autre côté, c'est 25 000 volts. Et lui, il passe juste sur son inertie, donc il baisse son panneau, il roule une centaine de mètres le temps qu'il passe la section neutre. Et puis il remonte l'autre panneau de l'autre côté. Et il est passé de 3000 à 25 000 volts juste sur son inertie, quoi. Il ne s'arrête pas. Et vraiment, la section est tellement courte que la probabilité qu'il se tape un frein d'urgence sans pouvoir repartir de là est assez faible. Sinon, il y a des locaux qui sont designés spécialement pour aller récupérer les trains sur les LGV. Allô ? En fait, moi, j'ai pas de questions. C'est juste pour vous dire qu'en fait, il y a une société à Bruxelles qui s'appelle ERTMS Solutions, qui est une société sœur pour laquelle je travaille et qui travaille dans le RTMS. Voilà. Ah ouais. Avec des gens de l'ULB. Ouais, je vous follow sur Twitter. Alors moi j'ai une question sur la largeur des rails, parce que tu dis il y a parfois 1 mètre, 1,50 m. Pourquoi on ne fait pas des rails avec un écartement de 2 mètres, 2,50 m? Comme ça on peut faire passer des trucs avec 5000 personnes à la fois, ou je sais pas. Ouais, il y a les Chinois qui voulaient faire leur truc au-dessus d'une route. Hein. Après ils se sont complètement plantés. Donc il y a aussi le gros problème des chemins de fer, c'est vraiment l'infrastructure. J'arrête pas d'insister là-dessus, mais quand tu poses une voie de train, tu vas pas t'amuser à changer l'écartement juste pour le fun, quoi. Il y a le fait que l'écartement, bon, j'ai dit que c'était une blague, mais il y a quand même probablement quelque part une raison qu'à l'époque, ils tiraient les trains avec des chevaux et probablement ils ont aligné, enfin je sais pas, 1435 mm, c'est à peu près ça, hein, et ça fait 2 chevaux, quoi, qui leur permettaient de tirer le train. Il y a des raisons politiques, hein, donc des personnes qui ont changé l'écartement, notamment ici, pour éviter d'avoir des invasions. La Russie, je ne sais plus pourquoi, mais je pense que ça doit être quelque chose du genre. Alors pourquoi cette distance-là, je ne sais pas. Passer à 2 mètres, le problème c'est que si tu fais 2 voies de 2 mètres, ben, d'un coup tu doubles l'emprise. Et pour l'instant déjà quand tu regardes à Bruxelles, ils ont du mal à construire le RER parce qu'ils devraient élargir mais ils n'ont pas la place. Donc ça marche bien en 1435, donc pourquoi pas continuer, tu vois. Autant faire des trains 2 fois plus longs plutôt que 2 fois plus larges. Quoi. Mais ce serait pas plus stable par exemple? Parce que le train il fait bien 2 mètres de large quand même. Ouais. Mais du coup ce serait pas plus stable d'avoir des rails avec la même largeur que le train, plutôt que d'avoir des rails avec des petites routes tout au milieu et puis le train qui fait comme un entonnoir au-dessus? Ça pourrait être bien, hein, mais ça se fait pas. Les gabarits sont vraiment standards aussi. Le fait que tu as l'écartement là où tu poses les roues, mais en plus, qu'est-ce que tu t'autorises à prendre comme place sur les côtés du train? Ça, c'est vraiment réglementé aussi, et par ligne, plus ou moins. Donc, il y a des lignes qu'ils ont dû élargir au moment où ils ont introduit les nouvelles voitures à 2 niveaux en Belgique. Ils ont dû casser des tunnels pour pouvoir faire passer les trains dedans, quoi. Donc l'innovation viendra d'Irlande alors. Tu pourrais dire 2 mots sur les trains que les Italiens voulaient vendre Ah, à le Fira, on y arrive. Vous voulez connaître la meilleure blague de 2000? Donc, un jour, ils se sont dit, et si on allait faire une ligne à grande vitesse qui relierait genre Bruxelles et les Pays-Bas, genre Rotterdam, Amsterdam, tout ça. Et donc, ils ont commandé des trains qu'ils ont payés en partie en avance, je pense, mais pas tout à fait. Et, enfin bref, ils ont payé, c'est génial, c'est un constructeur qui s'appelle Ansaldo Breda, et ils font des trains en Italie apparemment, mais on n'a pas vraiment entendu parler par ici. Et donc,
Le train, la première livraison arrivait avec quelques années de retard. Ils avaient déjà dû racheter de nouvelles locaux juste pour pouvoir exploiter les trains que normalement le FIRA devait exploiter. Et quand les premiers trains sont arrivés, c'était juste après les rotations d'horaire, donc qui se font toujours en décembre en Belgique. Et il y avait de la neige. Et il se trouve que en fait, ces trains avaient un gros souci qui faisait que, par exemple, quand ils roulaient, la glace qui était entraînée par les roues faisait des trous dans le plancher. Donc, autant vous dire qu'ils n'ont pas tenu plus que 2-3 mois, je crois, et puis ils ont été renvoyés au constructeur. Je pense qu'ils sont encore en procès pour récupérer leurs thunes. Voilà. Et c'est pour ça que pour l'instant, vous avez toujours que pour parler en termes techniques, des Trax P160, c'est-à-dire des locomotives de bombardier qui peuvent aller à 160 km/h au lieu des 200, voire même 300 que vous pourriez avoir sur la ligne à grande vitesse, parce que simplement, à cause des Anzal de Breda et de la commande foireuse, quoi. Oui, j'ai une question pour rebondir là-dessus. Je sais que chaque année en France, il y a le marronnier dans les journaux sur les feuilles qui bloquent les trains en France. Et il faut des locomotives spéciales pour débloquer les voies et enlever toutes les feuilles d'arbres qui tombent. Ouais, c'est pas une blague. Quand on vous dit les trains sont en retard à cause des feuilles mortes, c'est vraiment pas une blague par contre. Mais du coup, comment les locomotives font, par exemple, s'il y a un obstacle sur la voie, Alors, jusqu'à où une locomotive peut aller en termes de... Obstacle sur la voie, ça s'écrase dedans, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, je vais quand même juste peut-être toucher un petit mot parce que c'est sur les feuilles mortes. Donc, quand il y a des feuilles qui tombent sur les voies, sur le rail, les locaux roulent dessus et c'est un peu comme les olives, si vous les écrasez, ça donne un peu d'huile. Vous savez bien que l'huile, ça glisse. Du coup, un train qui essaye d'accélérer sur de l'huile ou de freiner, ce qui est encore plus dangereux, va glisser sur les rails. Et ça engendre des retards parce qu'il ne sait pas accélérer assez vite, ni même décélérer assez vite. Pour le problème particulier des feuilles, il y a des trains nettoyeurs, donc c'est juste des trains qui avancent avec des gros karchers qui soufflent sur les rails, éventuellement parfois des solutions chimiques qui essayent d'empêcher le problème. Mais il n'y a pas vraiment moyen de faire de la prévention par rapport à ça. Tu es obligé de nettoyer un moment et tu auras des retards à cause de ça. Il y a des endroits où c'est plus critique. Par exemple, à la sortie de Liège vers Bruxelles, tu as une grosse montée et en hiver, en fait, il y a la loco à l'avant qui tire le train, il y a une autre loco qui vient derrière pour pousser le train pendant la montée et puis qui se détache en haut de la montée. Mais tout ce genre de solution, il faut... Enfin voilà. Et c'est vraiment une formation spéciale pour le conducteur, pour celui qui est dans la loco de derrière, parce qu'il doit pousser le train et puis au tout dernier moment, juste... il n'est pas attaché, quoi. Il fait juste que pousser, quoi. Et du coup, s'il n'est pas attaché et qu'il fait que pousser, mais qu'il recule un peu et qu'il rebourre dedans, ça peut faire dérailler le train, ça peut tuer des gens, tout ça, quoi. Pourquoi la ligne Bruxelles-Cologne? Alors, il n'y a pas une ligne Bruxelles-Cologne. Il y a une ligne Bruxelles-Louvain qui est dédoublée en la ligne classique et la ligne un peu rapidifiée. Ensuite, tu as deux lignes qui vont de Louvain à Liège. Il y a la LGV, donc ils ont construit une ligne à grande vitesse de 60 km, et la ligne classique. Et puis ensuite, de Liège, tu as de nouveau soit la ligne classique qui va passer par Verviers, etc., pour arriver jusqu'à Aix-la-Chapelle, soit tu as la ligne à grande vitesse, celle que j'ai mentionnée, où ils ont installé le système de sécurité, mais qui n'a pas été, qui a pas été utilisé pendant un moment. Donc maintenant, moi j'ai fait dernièrement genre Bruxelles-Aix en Thalys. Ça va, c'est 1 heure, et puis après, genre Aix-Cologne, c'est à peu près genre une demi-heure, 1 heure aussi, un truc comme ça. Du côté allemand, la ligne n'est pas vraiment à grande vitesse, mais tu peux rouler à 200 km/h. En Belgique, le problème c'est que pour l'instant, c'est plein de petits segments de ligne à grande vitesse. Entre chacune, il doit ralentir, passer par une gare. Il ne s'arrête pas à Louvain, par exemple, mais il ne peut pas rouler à fond de balle parce que s'il y a des gens sur le quai, il risque de les tuer, ce genre de trucs-là, quoi. Je parle beaucoup de tuer des gens, vous. Merci bien, donc voilà, c'est la fin. On peut l'applaudir encore une belle fois. Merci Tito. Et n'oubliez pas, tous sur Hackerspace, sur la.be, donnez-nous de l'argent, donnez-nous votre temps. On en a besoin.